Bonjour à tous. Les implants neuronaux sont à la une aujourd'hui de Smartech. On va répondre à vos nombreuses questions avec le responsable de l'équipe implants neuronaux sans fil de l'Institut des neurosciences de Grenoble et également la philosophe, psychanalyste et chercheuse à l'université Gustave Eiffel qui interroge l'homme augmenté par la technologie. Ce sera dans quelques minutes. Ensuite, on aura rendez-vous avec l'actualité des cryptos. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'interroge sur le premier smartphone de nos enfants. Comment bien apprendre à utiliser le numérique au sein de la famille? C'est tout de suite 3 questions à dans Smartech. L'éducation responsable au smartphone en famille, c'est notre sujet d'ouverture aujourd'hui dans Smartech. Bonjour Bertrand de la Tour d'Auvergne, vous êtes le cofondateur de Else. Else est une application qui va nous apprendre à mieux utiliser le numérique au sein de la famille. En tout cas, c'est son objectif. Je voulais commencer par une première question. À quel âge le premier smartphone selon vous? Est-ce que vous êtes aligné sur les recommandations qui ont été publiées récemment par des experts mandatés par le gouvernement? Bonjour Delphine et merci de m'avoir invité. À quel âge le premier smartphone? Je crois que à l'entrée en 6e, si un enfant n'a pas de smartphone, c'est un extraterrestre pour ses amis. Donc, je ne sais pas si on peut imposer un âge ou si c'est l'environnement qui va imposer un âge. Alors, ce que disent les recommandations, c'est oui, un smartphone, mais sans Internet. Oui, mais un smartphone sans Internet, c'est un téléphone à clapet sur lequel on téléphone. Je ne sais pas si vous êtes très jeune, donc je ne sais pas si vous avez les enfants, mais vous-même, de votre côté, est-ce qu'autour de vous, vous avez des enfants dont vous vous apercevez qu'ils passent un temps incommensurable sur leur smartphone et que ça a des conséquences sur leur vie quotidienne, sur leurs relations sociales, sur la manière dont ils se comportent? Notamment en famille. Tout le monde le constate, oui. Il y a toutes sortes d'expériences aujourd'hui avec le smartphone. Est-ce qu'on peut faire d'un cas particulier, un cas général? Je ne sais pas. Ma question, c'était est-ce que vous êtes en accord vraiment avec ces recommandations là par rapport à cette relation de nos enfants avec leurs écrans, ces âges qui ont été très précisément déterminés sur l'âge du premier smartphone, l'âge de l'arrivée d'Internet sur le smartphone, l'âge de majorité numérique fixé en France à 15 ans, pour pouvoir se connecter à des plateformes sans l'autorisation de ses parents. Est-ce que tout ça, ça vous semble de bonne base? Mais on va continuer sur la deuxième question parce que le temps file vite. Qu'est-ce que vous considérez justement comme une utilisation raisonnée des écrans? Parce que vous nous parlez de ça avec l'application Else. Je pense qu'il faut d'abord, avant toute chose, qu'il y ait un dialogue à l'intérieur de la famille. Lorsqu'on impose à un enfant un temps d'écran, une forme de Big Brother qui va l'empêcher d'utiliser quelque chose, c'est une source de conflit. Donc, la psychologie intrafamiliale, c'est ce qui motive toute notre entreprise. Plus qu'une question de temps, c'est une question d'apprentissage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à bien se servir du numérique? Les parents apprennent tout à leurs enfants. Ils leur apprennent à se nourrir, ils leur apprennent à marcher, ils leur apprennent à faire du vélo. Il faut leur apprendre à faire du smartphone. On ne peut pas dire que ça va dépendre de l'utilisation. Passer 1h30 à lire un livre sur un smartphone, on ne peut pas dire que c'est une utilisation qui soit négative. On est d'accord. Passer 1h30 sur TikTok, sur un smartphone, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est une question extrêmement qualitative, extrêmement psychologique, et c'est vraiment notre leitmotiv. Donc, selon vous, la solution, c'est pas tant le contrôle parental, finalement? Je n'aime pas le terme contrôle. Les enfants n'aiment pas être contrôlés. Et c'est justement tout le problème des solutions qui existent aujourd'hui, cette question, ce contrôle. C'est un apprentissage. Et j'insiste absolument sur ce mot, apprentissage. On doit apprendre à faire du smartphone, comme on apprend à parler, à manger, Et alors, comment on apprend à travers votre application? Parce que ça veut dire déjà qu'il faut déjà utiliser le smartphone pour apprendre. On l'apprend en famille. On l'apprend en famille et de préférence. Mais quoi, précisément? Donnez-nous un exemple. À la réception du premier smartphone, comme à la réception d'un premier... Vous recevez un enfant reçoit son vélo, le parent ne va pas lui dire « Vas-y, descends la côte, démerde-toi », passez-moi l'expression. L'enfant et le parent vont s'asseoir à côté, téléphone du parent, téléphone de l'enfant, et on va discuter. On va discuter et on va dialoguer de façon à ce que l'enfant accepte les règles qui ont été non pas imposées, mais discutées
en famille, de façon consensuelle. Donc on passe comme un contrat finalement. C'est une forme de contrat. D'ailleurs, ça se termine par la signature d'un contrat où on impose chacun son pouce sur le smartphone. Alors il y a énormément de fonctionnalités, il y a énormément, je n'ai pas le temps de les détailler ici, mais on s'est vraiment basé sur la psychologie, sur l'apprentissage sans contrainte, sur la psychologie, encore une fois, intrafamiliale, sur la manière dont les enfants perçoivent ce qui ne doit pas être une autorité, mais ce qui doit être, encore une fois, un apprentissage. Et c'est un apprentissage pour les enfants, mais pour les parents aussi, finalement. Oui, bien sûr. C'est ça qui parce que personne n'a appris aux parents non plus à se servir des smartphones, et quelquefois, ils ne sont pas le meilleur exemple. Et personne n'a appris aux parents à apprendre à leurs enfants comment s'en servir. Donc, c'est un peu un double rôle. Et d'ailleurs... voilà un nouvel outil, justement, pour apprendre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été mon invité, Bertrand de la Tour d'Auvergne, cofondateur de Health, une application à découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine. Les implants neuronaux, voilà notre sujet aujourd'hui de discussion. On va répondre à toutes vos questions. Elles ont été très nombreuses. On va donner évidemment des définitions. On va voir où on en est en termes de technologie. Qu'est-ce qu'on sait faire? Quelles sont les limites encore aujourd'hui? Puis on va parler de ces fantasmes aussi que nous vend notamment Elon Musk à travers les exploits présentés de sa société Neuralink. Est-ce que demain, on va vraiment fusionner nos cerveaux avec des intelligences artificielles? On va se poser ce genre de questions qui sont aussi des questions éthique. Alors, avec moi pour répondre à vos questions, Elsa Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie et en psychologie, chercheuse à l'université Gustave Eiffel et associée à l'EHESS-CNRS. Vous avez créé et vous dirigez un diplôme universitaire éthique et numérique à l'université de Créteil. Vous participez à un comité d'éthico-vigilance au sein de la cellule éthique en santé du numérique. Vous êtes évidemment auteur de nombreux ouvrages que je ne vais pas citer ici, dont quand même Éthique de la sincérité et les vies vides en 2023. Vous êtes membre de l'Institut du virtuel. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur ces sujets de l'homme augmenté par la technologie et les questions éthiques que cela pose. Donc, on est ravis de vous avoir, parce qu'on en a des questions là-dessus. Avec vous, Clément Hébert est en plateau aussi. Bonjour Clément Hébert, docteur en matériaux pour l'électrophysiologie. Vous avez travaillé sur des électrodes en diamant pour la mesure et la stimulation du système nerveux. Puis avec l'équipe du professeur Garrido à Barcelone, vous avez développé de nouvelles électrodes ainsi que des transistors en graphène. En 2019, vous obtenez un financement INSERM CNRS pour monter votre équipe sur le développement d'implants sans fil, sans batterie, communiquant par ultrasons. Et donc actuellement, vous êtes chargé de recherche, responsable de l'équipe implants neuronaux sans fil de l'Institut des neurosciences de Grenoble. Moi, j'avais une première question avant de passer à celle de nos téléspectateurs. Connecter notre cerveau à des machines, ce n'est plus de la science-fiction, on est bien d'accord? Alors, les connecter à des machines, plus de la science-fiction. En fait, ça fait déjà pas mal d'années. En fait, ça fait même plus de 50 ans, 60 ans. À des machines extérieures de notre corps, je veux dire. Ah oui, on est capable de faire de l'enregistrement d'activité des neurones à l'intérieur du cerveau ou d'envoyer une impulsion électrique pour générer de l'activité électrique à l'intérieur du cerveau. Ça, on est capable de le faire depuis vraiment 50 à 60 ans. Ce qui a vraiment changé au cours des dernières années, au cours des 20 dernières années, c'est qu'on a affiné ces dispositifs qui sont, avec un glissement sémantique, sont appelés des implants neuronaux. Mais en fait, l'implant neuronal, à la base, c'est juste le dispositif sur lequel sont posées des électrodes qu'on va mettre en contact avec le tissu nerveux et qui va enregistrer ou stimuler l'activité neuronale. Alors là, justement, vous répondez à la question d'Olivier. Olivier qui nous a demandé sur X, qu'est-ce qu'un implant neuronal et comment fonctionne-t-il? Donc voilà, là, l'implant neuronal, c'est vraiment ça. C'est cette partie qui est en contact avec le cerveau. Donc maintenant, c'est composé d'électrodes qui vont collecter ou stimuler l'activité neuronale. Et ces électrodes, elles vont être connectées à un système de mesure ou un générateur de signaux. Mais ce système, jusqu'à il y a quelques années, était externalisé. Donc en fait, l'implant était vraiment que la partie des électrodes. Ce qui commence à se passer, c'est que la partie externalisée du système qui permet d'enregistrer ou de stimuler l'activité neuronale commence à peu être intégrée avec les électrodes pour être placée à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça que on peut aussi parler d'implant, c'est plus que les électrodes, c'est aussi les électrodes plus le système d'enregistrement. Et une puce finalement électronique? Oui, il y a une puce électronique, mais qui fait des fonctions très très basiques. En fait, c'est les fonctions qui vont permettre d'envoyer ou d'envoyer les signaux vers toujours un système externe. En fait, on n'est pas capable à l'heure actuelle de faire les calculs à l'intérieur du corps.
En fait, votre smartphone ou votre ordinateur, il chauffe. Si on vous met une puce dans le cerveau, ça va chauffer. Et ça, votre cerveau, il n'est pas capable de l'accepter. Ouais. Donc, tout ce qui est la partie traitement de l'information, la partie décodage, elle est toujours externalisée. Ce qu'il y a à l'heure actuelle, par contre, ce sont les puces, les signaux qui vont être envoyés par système sans fil. Donc, en fait, on va envoyer les signaux pour la communication par système sans fil. C'est là vraiment la grosse rupture. C'est là-dessus que vous travaillez en l'occurrence. Donc, oui, moi je développe une de ces possibilités. En fait, le sans fil, quand on en parle, la plupart du temps, ça va être les interfaces électromagnétiques, le Bluetooth, le Wi-Fi et autres. Sauf que ces ondes-là, elles pénètrent très très mal dans le corps. En fait, elles sont absorbées. Comme il y a de l'eau, c'est absorbé par le corps. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est une alternative. On utilise les ultrasons. Les ultrasons pénètrent très bien dans le corps et ça permet d'envoyer de l'énergie pour aller dialoguer avec l'implant. Alors, quand je dis dialoguer avec l'implant, pour l'instant, nous, on en est au stade de concept. Il y a des chercheurs américains qui en sont plus sur les nerfs périphériques. Au niveau du cerveau, on n'y est pas encore. On est vraiment sur... Enfin, de se passer des fils, ce serait avantageux pour Neuralink, par exemple, parce qu'on a vu le patient, je t'en présenté récemment, comme pouvant jouer à un jeu vidéo comme ça à distance, juste par la pensée, a eu un problème de fils qui ont eu un glissement, en fait, qui sont sortis du crâne. Donc ça, tout à fait, c'est vraiment les problèmes auxquels nous, on est confrontés et pour lesquels mon équipe essaye de travailler sans les fils. Ouais. Les fils, c'est vraiment un des plus gros cauchemars pour les implants neuronaux. C'est ce qui prend le plus de place en fait, dans l'implant. C'est ce qui va générer parfois les infections. En fait, comme il y a un fil, ça va être connecté vers l'extérieur. Dans le cas de Neuralink, tout est à l'intérieur aussi. Mais il y a toujours cette connexion entre la partie externe, qui est vraiment obligée d'externaliser, toujours un problème d'échauffement, et l'électrode qui, elle, est à l'intérieur du cerveau. Donc et là, ce qui s'est passé dans le cas du patient, pourquoi les fibres sont ressorties ? Alors là, c'est assez flou. Moi, j'ai été regarder. La communication de Neuralink autour de leurs implants est très, très complexe. Donc, savoir pourquoi elle est remontée... On dit que c'est à cause des mouvements à l'intérieur. Ce qu'il faut voir, c'est que le cerveau, en fait, il y a un afflux sanguin en permanence. Et c'est comme ça bat pas aussi fort que le cœur, mais il y a quand même l'afflux sanguin. Donc, l'implant est en permanence en train de bouger. Et les implants qu'il a, ils ne sont pas vraiment ancrés dans le cerveau. Ils essayent de les ancrer, mais il y a des probabilités que, comme il y a quelque chose qui est accroché à la surface du cerveau, avec les mouvements mécaniques, au fur et à mesure, l'implant remonte. Donc ça, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Mais il n'y a pas eu ils n'ont pas montré les... C'est pas documenté. C'est pas documenté. On a une question de Jean-Paul sur X. Il nous dit, où en est-on du contrôle de la pensée par stimulus externe, au-delà des travaux de Daito Manabe, j'imagine que vous connaissez, un artiste japonais, qui est co-directeur aussi de Rhizomatics Research. Alors là, ça, j'ai jamais entendu parler. Alors, contrôle de la pensée... il n'y a aucun implant à l'heure actuelle qui est capable de faire quelques contrôles de la pensée que ce soit. Je pense que le contrôle de la pensée il est mieux fait à l'heure actuelle par le smartphone que par les implants neuronaux. Par les pratiques des plateformes, vous voulez dire. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, j'ai pas encore de questions éthiques, mais ça va arriver. Non, j'écoute avec grand plaisir. Je pense que c'est là où on touche justement les problématiques éthiques. Qu'est-ce qu'on entend par la pensée ? Qu'est-ce qu'on entend par le contrôle ? Les dispositifs de contrôle existent d'autres manières. Tu citais les smartphones. Mais on peut aussi imaginer que, en ce qui concerne la pensée, on n'est pas prêt d'avoir une mainmise dessus. C'est une utopie ou une dystopie. Ou une dystopie, oui. Alors, Olivier, encore sur X, qui nous demande comment les implants neuronaux sont-ils testés et validés avant d'être utilisés sur l'homme ? Et si vous avez déjà des premiers retours d'expérience ? Alors, c'est un parcours qui est très long. C'est vraiment très long. On commence avec des expériences in vitro. En fait, on va tester les dispositifs avec des cellules qu'on va faire pousser sur les dispositifs, voir si déjà ils ne font pas mourir des cellules dans des cultures in vitro. Ensuite, on va passer sur l'animal, généralement le rongeur. On va faire une première batterie de tests sur plusieurs mois. On va regarder la longévité de l'implant, la stabilité des performances, le rejet, parce qu'en fait, les implants, un des gros problèmes, c'est qu'ils se font rejeter par le corps. C'est un corps étranger. Donc, le corps va vouloir les retirer et les encapsuler de façon à se protéger. Donc ça, on va regarder toutes ces étapes-là. Une fois que c'est validé, qu'on regarde un peu que les performances sont bonnes, on va passer sur un animal plus important, plus proche de l'homme, le cochon ou le primate non humain. Et une fois que les tests sont validés, on va passer à une phase qui est clinique. Et c'est clinique ? Et c'est clinique. Donc là, moi, je ne suis pas exactement à la régulation. J'ai des collègues à l'Institut qui font ça. Moi, j'ai pas encore mes implants ne sont jamais passés sur l'homme. Ils ne sont pas prêts d'y passer. Mais... il y a vraiment cette phase clinique où les patients sont sélectionnés par on va regarder leur profil, s'ils sont aptes à pouvoir passer ces tests cliniques.
Et après la validation clinique, il y a une validation pour tout ce qui va être le marquage CE ou FDA, pour ensuite éventuellement pouvoir passer en clinique de routine. Et les processus au global peuvent prendre une vingtaine d'années. C'est vraiment très long. On passe à l'éthique. Donc Olivier, toujours sur X, nous demande quelles sont les considérations éthiques entourant l'utilisation des implants neuronaux. Tant que c'est dans un cadre, on discutait un petit peu avant cette émission avec Clément, tant qu'on est dans un cadre qui est du registre de la médecine et donc du soin, on peut imaginer qu'il y a vraiment de l'espoir dans ce domaine-là. Et c'est toute la grande question qui entoure les implants, à savoir est-ce qu'il s'agit d'augmenter ou de réparer. Quand il s'agit de réparer un état antérieur, c'est-à-dire de lui redonner sa validité, on peut imaginer que, éthiquement parlant, c'est tout à fait souhaitable. Néanmoins, quand il s'agit d'augmenter, cela suppose une lourde réflexion. Et cela suppose aussi, en amont, de savoir ce qu'on entend par un sujet augmenté, c'est-à-dire augmenté par rapport à quoi, augmenté vers où, et quelles sont les conséquences. Et là, on a vu, en écoutant ce discours, on a vu que l'enjeu majeur qui se pose autour des implants, il y en a deux, c'est la question du fantasme, c'est-à-dire finalement une humanité augmentée, une humanité fantasmée, et c'est la question de la limite. Et dans la question des limites, celle qu'on doit se poser, c'est de savoir finalement jusqu'où est-ce qu'on est conscient des conséquences, jusqu'où pouvons-nous imaginer les conséquences d'un développement technoscientifique, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir le maîtriser et quand est-ce qu'il va nous échapper dans des usages qu'on n'aurait peut-être même pas encore pu anticiper. C'est l'Académie de médecine qui redoute que ces technologies soient détournées de leur usage médical, justement, à des fins de transhumanisme. Alors, il y a la question du transhumanisme, mais les problématiques, celles-là, ce sont les plus connues. Et Elon Musk, je crois savoir, il a évoqué une arche récente pour aller coloniser Mars. Enfin, il s'inscrit dans cette vision-là. Mais il y en a d'autres, il y a des visions sociales. Alors là, on rentre dans le champ de la dystopie, parce que je crois qu'on a bien compris qu'on n'en est pas du tout à ce stade. Mais on peut imaginer, d'ailleurs, il y avait eu un problème avec Delgado, qui était un des pionniers en termes de développement d'implants. Dans les années 70, il y avait eu toute une problématique, et notamment de contrôle d'une certaine population. Donc, à l'époque, dans les années 70, il y avait eu un énorme conflit aux États-Unis concernant ce chercheur, parce qu'il imaginait pouvoir contrôler certains comportements. Il avait fait un test sur les taureaux, si je m'abuse. Et donc, dans ce cadre-là, on pouvait imaginer contrôler des émeutiers par un plan. Donc là, c'est simplement un petit exemple que je vous montre, mais on peut imaginer aussi la problématique du conformisme, de l'uniformisation, oui. La question de l'équité. Est-ce que ces technologies vont être accessibles à tout le monde ou, au contraire, qu'à une population dotée d'une certaine somme d'argent? Problématique de manipulation. On créerait une sorte de nouvelle élite, finalement? Alors, non seulement une nouvelle élite, c'est certain, des gens augmentés qui pourraient avoir les moyens de se payer ce type de technologie, avec tout ce que ça peut impliquer, mais aussi une forme de contrôle de masse. Et puis on peut imaginer, alors ça on le fait dans d'autres registres. À l'époque, je crois que c'était Rosalind Picard qui avait travaillé sur des Google Glass pour des enfants autistes. Et dont on avait vu que finalement, elle était parvenue à établir un lien social que les enfants autistes avaient du mal à faire. Et ces lunettes pouvaient les aider. Et puis quand on a mis ces lunettes sur des personnes qui n'avaient pas de problématique particulière, on a vu qu'il y avait une augmentation de l'empathie. Alors là, on peut faire un parallèle bien plus probant, même si, encore une fois, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et j'entends bien, on est dans un registre de dystopie. Mais on est obligé de penser aussi le devenir potentiel. C'est la problématique des affects et des émotions. Pourrait-on fantasmer cette idée qu'il puisse y avoir, par exemple, un contrôle des émotions, une exacerbation? Il y a toute la question des données. Mais encore une fois, on en est très très loin de tout ça. Ouais. En tout cas, si je peux juste ajouter, par rapport à toutes ces questions-là, nous, sur le développement technologique, dans la plupart des gros projets qu'on monte à l'heure actuelle, on est entouré de philosophes qui interviennent et dès la conception de l'implant, on essaye de réfléchir à l'ensemble de ces questions. Oui. Juste une chose de préciser, c'est que tu t'inscris vraiment dans un registre curatif, oui. Et non pas du tout dans une problématique d'augmentation. Et c'est pas du tout le travail de la science actuellement, je crois savoir en tout cas. Et du coup, sur la recherche académique. Absolument, on œuvre dans le même sens, ça va de soi. Néanmoins, on est obligé d'avoir un principe d'anticipation. Moi, je développe... Bien sûr, et puis il y a des entreprises privées, comme on l'a cité, celle d'Elon Musk, qui affichent d'autres ambitions et qui n'ont pas de critères que les ambitions curatives. On passe à la question de Jérôme sur LinkedIn. Il nous demande, est-ce qu'il est possible de pirater ces implants électriques et de prendre le contrôle d'un membre robotisé à distance? Alors, pour répondre, il faut revenir un peu au début de ce qu'on racontait. Il y a deux choses séparées dans l'implant. Il y a la partie électrode, la partie qui va traiter l'information. Cette partie qui traite l'information, pour l'instant, elle est externalisée.
Si cette partie est connectable avec un Wi-Fi ou autre, oui, elle est piratable. Oui, potentiellement. Si elle est juste connectable à l'implant, non, elle ne sera pas piratable. C'est comme un réseau local. Là, voilà. Vincent sur LinkedIn qui nous demande, est-il possible de modifier ce que voit l'utilisateur grâce à un implant neuronal, par exemple, ajouter des éléments digitaux directement dans le champ de vision? Alors, on serait en réalité augmenté, finalement. Là, on est dans le pur fantasme. Oui. En fait, à l'heure actuelle, les implants... On le fait bien avec des lunettes. Hein. Oui, mais les implants rétiniens... Ça n'a rien à voir, justement. Les implants rétiniens, les premiers, donc, ont été vraiment posés sur la rétine. On a encore du mal à retrouver une acuité visuelle telle que celle que vous avez, vous et moi, à l'heure actuelle. Oui. On retrouve des sensations de vue, on peut voir des objets passer avec des contrastes de gris. On est très loin d'avoir quelque chose qui viendrait s'ajouter à la vision. Il y a d'autres implants qui sont des implants posés sur le cortex visuel, où là, on va essayer de projeter une image, mais pareil, on est très loin de pouvoir ajouter quelque chose à la vision. Ça, là, on est vraiment dans le fantasme. C'est quelque chose qui est concevable. C'est ça. Mais qui, à l'heure actuelle, n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Là, on est dans le domaine du concevable, mais qu'on ne sait pas faire. Question de Jean-Paul. Est-ce que c'est réversible et quelles sont les conséquences si l'on retire cet implant? Alors oui, c'est réversible. La plupart des implants, les implants qui sont testés chez l'homme sont réversibles. C'est-à-dire qu'ils ont vocation à être explantés. En fait, c'est simple, il y a des implants qui sont utilisés dans le cadre... Il y a des dommages qui sont causés par cette explantation. Alors, de l'explantation, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de retour, donc là, je ne peux pas vraiment vous dire. D'accord. Sur l'insertion, oui, il y a un peu de dommages, mais les dispositifs sont les plus fins possibles, de façon à être le moins invasif possible. Mais il y a un peu de dommages lors de l'insertion. Quel genre, qui est contrôlé. En fait, c'est juste que le tissu neuronal autour de l'implant va être endommagé. Mais c'est à l'échelle de peu de choses. Donc, les fonctionnalités vitales, ou même les fonctionnalités de votre quotidien ne sont pas touchées. Allez, encore une question. Quels sont les principaux défis techniques rencontrés dans le développement des implants? Ça va nous permettre de terminer sur les perspectives. Alors, on a évoqué quelques limites déjà ensemble. Les défis techniques, à l'heure actuelle, c'est vraiment la longévité de l'implant. En fait, c'est ce qu'on voit avec Neuralink, une fois que l'implant est mis dans le corps, il est rejeté. Donc, il faut développer toutes les technologies qui permettent d'éviter le rejet de l'implant. Ensuite, parce que ça va jouer sur la stabilité des signaux. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Si l'implant bouge ou que l'implant est dégradé, parce que le corps est assez corrosif pour l'implant, on va perdre les signaux. Du coup, ça, c'est un des gros points sur lesquels il faut travailler. D'accord. Et alors, on a des instituts de recherche sur le marché, on a quelques grandes entreprises, on a Neuralink, qui a un concurrent qui arrive aussi aux États-Unis, là, son nom m'échappe, Synchron, mais qui est bien positionné. Est-ce que c'est plutôt un marché, d'ailleurs, plutôt dans le privé ou dans le public? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Il y a un business aujourd'hui de l'implant neuronal? Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle des entreprises comme Neuralink ont atteint l'état de l'art. Par contre, ils ont atteint l'état actuel des connaissances ou de ce qu'on est capable de faire. Ils n'ont pas encore été vraiment au-delà. Pas plus, oui. Il y a un buzz énorme qui est avec. La recherche académique a été beaucoup plus modeste et avance depuis beaucoup d'années. On est capable de faire du décodage de l'intention de parole ou autre depuis pas mal d'années. On a été plus modeste dans la communication. Merci beaucoup, Elsa Godard, Clément Hébert, d'avoir répondu à toutes ces questions de nos téléspectateurs. Merci. Merci. Nous avons rendez-vous avec Faustine Fleurel, la présidente et directrice générale de l'ADAN, qui fédère les entreprises, les professionnels du Web3 en France et en Europe. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Ce week-end, les citoyens européens seront appelés à voter pour leurs eurodéputés. Est-ce que le Web3, c'est un sujet de campagne d'abord? Et qu'attend le secteur des crypto-actifs de ce renouvellement du Parlement européen, Faustine? Alors en effet, le numérique fait partie intégrante des programmes des candidats, des programmes des listes, des groupes parlementaires européens, dans lequel le Web3 s'inscrit comme l'une des innovations qui aujourd'hui motorise la transformation numérique de l'économie et de la société. Et c'est d'ailleurs de cette façon que les discussions ont lieu avec les candidats, avec les têtes de liste, pour justement continuer cette pédagogie qui est encore nécessaire, comme on peut le voir, mais qui fait du chemin pour expliquer à quel point le Web3 fait partie intégrante finalement des objectifs de l'Europe d'une part et des ambitions que les candidats vont avoir en matière du numérique. Si on prend les objectifs de l'Europe de façon très simple, quels sont-ils ?
l'autonomie stratégique de l'Europe, la compétitivité, la croissance, les emplois, la transformation numérique, la transition environnementale, la lutte contre la désinformation. Tout ça, ce sont finalement des objectifs très macro, très importants, très haut niveau, dans lequel et l'économie réelle du Web3 et les technologies sous-jacentes jouent un rôle et doivent jouer un rôle. Et dans ce contexte, la DAN porte 22 recommandations auprès des candidats, des têtes de liste de ces partis, de ces groupes parlementaires, pour expliquer de quelle façon le Web3 pourrait participer à ces grands objectifs que l'Europe porte. Que ce soit, donc je parlais sur par exemple la participation au Green Deal européen, les objectifs qui ont été affichés par l'Europe en matière de lutte contre le réchauffement climatique, que ce soit le plan de l'Europe pour la décennie numérique dans lequel le Web3 s'inscrit nécessairement, que ce soit toutes les problématiques qu'on peut avoir de lutte contre les fausses informations qui font du mal, que ce soit même dans la campagne actuelle, mais dans le développement des réseaux sociaux et des nouveaux outils numériques. Donc 22 recommandations qui expliquent à quel point le Web3 finalement, et c'est le message important, ce n'est pas un univers parallèle, c'est pas un sujet niche, mais au contraire, ça imprègne l'ensemble de l'économie avec des nouveaux acteurs, l'ensemble de la société avec des utilisateurs de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, 12% des Français qui détiennent des cryptoactifs, des consommateurs, des détenteurs de cryptoactifs qui aujourd'hui ont besoin de savoir, et donc s'intéressent dans ce contexte-là, ont besoin de savoir comment l'Europe va continuer à impulser cette innovation, surtout au regard de récentes nouvelles qu'on peut entendre du côté des États-Unis, de peut-être un revirement de situation là où les États-Unis étaient peut-être moins allants vis-à-vis de l'innovation Web3, la réglementation n'était pas claire, les acteurs n'étaient pas confortables. On a des sons de cloche comme quoi ça peut changer. Donc il faut absolument que l'Europe continue, la France comme moteur, continue à impulser le Web3. Et de toute façon, on a un règlement qui arrive là en juin au Parlement, justement. Alors, en juin, on a le règlement MiCA dont on a déjà pu parler, qui est en fait la réglementation européenne des marchés de cryptoactifs. Cette réglementation entre en application dans un premier temps au 30 juin, et ça va être une étape très importante, parce que ça veut dire qu'au 30 juin, donc dans quelques jours, les émetteurs de stablecoins, donc ces euros, ces dollars qui sont émis sur des blockchains, vont devoir se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Et ça, y compris pour la France qui a mis en place une réglementation dès 2019, c'est très nouveau parce que ces stablecoins, ces euros, ces dollars qui sont sur la blockchain, c'était pas un sujet qui avait été traité à ce moment-là en France. Donc vraiment, la nouvelle réglementation qui entre en place au 30 juin, ça va être un pas de géant pour le secteur. Et ça va être une marge très haute pour les émetteurs de stablecoins, puisqu'il en existe déjà aujourd'hui, pour se mettre en conformité. Et ça va avoir un impact aussi sur les acteurs de marché que l'on connaît sous le nom de PSAN, les prestataires de services actifs numériques, les CASP dans le jargon européen demain, pour qui MiCA, le reste du règlement, entre en application au 30 décembre. Et en fait, il faut déjà qu'ils s'y préparent, d'une part parce que cette réglementation des stablecoins les impacte indirectement, mais d'autre part, et l'AMF a fait une annonce positive en ce sens, il faut pouvoir commencer pour les acteurs à déposer des dossiers pour être autorisés en temps et en heure. Et donc, il y a une semaine, l'AMF a annoncé que dès le 30 juin aussi, donc ça va être une date importante, les PSAN vont pouvoir aller voir l'AMF et déposer leur dossier pour être autorisés au titre de la réglementation européenne. Merci. Merci Faustine Fleuret pour vos explications. Et donc oui, ça ne passe pas au Parlement, ça y est, tout ça c'est fait. On est vraiment sur la mise en application. Merci beaucoup Faustine Fleuret de la DAN. Merci à tous de nous avoir suivis et merci pour vos questions nombreuses sur les implants neuronaux. J'espère qu'on vous aura davantage éclairé après cette émission. À très bientôt.